Une vision va davantage s'atteindre si c'est relié à des choses que tu n'as même pas besoin de forcer au quotidien. Très souvent, on peut partir sur des grandes idées, mais la seule chose qui va faire en sorte que les idées vont être fonctionnelles, c'est si on est capable d'y amener une rigueur et une discipline quotidiennement et qu'on accumule ces petites actions-là quotidiennement sur 5 à 10 ans, ça doit être quelque chose que tu aimes. Donc ça a été vraiment une grande réalisation de mon côté de me dire, essaie pas d'aller contre la vague, surfe sur la vague. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance en mode discussion d'affaires. Jonathan Léveillé est avec moi aujourd'hui et on fait ça de manière un peu différente. On est le mercredi 18 septembre 2024. On était supposé se parler un peu avant, Jonathan et moi, mais finalement, on a eu des horaires chargés. Donc, on a décidé de le faire et on le commence à 20h37. Je suis présentement à Montréal, dans un hôtel. Jonathan est chez lui et ça vous montre à quel point qu'on est dédié à ce podcast-là. 20h37, on est là, on fait le podcast. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Bonne forme, Antoine. On vient de faire un petit aller-retour Saguenay dans les 24 dernières heures pour aller visiter un de nos clients qui est dans les métaux. Super emballé de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain puis les solutions qu'on développe, qu'est-ce que ça donne comme résultat au bout de la ligne. Fait que on fait bien de la route, mais on est de retour et on est content. Prenons un peu de temps, Jonathan, juste pour bien remettre en contexte notre audience, là, spécifiquement l'offre de service de Open Mind Technologies en 2024. J'ai vu un peu sur vos médias sociaux, je pense aujourd'hui que vous allez faire un autre salon un petit peu dans le domaine de la métallurgie. Vous avez vraiment pris, on en a parlé quelque peu, mais je pense que ça vaut la peine de juste revenir un petit peu là-dessus. Vous avez vraiment pris une approche très orientée autour d'une verticale métallurgie, je pense, dans les derniers mois. Comment ça se passe un peu? Un de nos corps de service est très dédié sur ce qu'on appelle l'acier structurel. L'acier structurel. Donc, c'est vraiment d'aider les entreprises dans cette niche-là à atteindre leur plein potentiel d'automatisation numérique. Donc, on regarde les logiciels qu'ils ont dans leur entreprise et on va au-delà de leur logiciel existant. Donc, entre autres, d'interconnecter ces systèmes-là et de développer des systèmes supplémentaires, donc de développer des lignes de code pour automatiser tout ce qui est dans des feuilles Excel, tout ce qui est fait manuel. Donc, tout ce qui n'est pas couvert par les systèmes existants. Puis un bel exemple, là, qu'on a été visiter une entreprise au Saguenay. C'est une entreprise de fabrication de caissons métalliques. Et eux se ramassaient avec des centaines et des centaines de commandes à faire transiger sur le plancher de production et un très grand problème avec leur système existant pour être capable de donner les bonnes dates de livraison, les bonnes dates de sortie de l'usine du matériel. Et à partir de là, le logiciel en place, JobBoss, pour ne pas le nommer, qui est un logiciel très connu dans l'industrie, n'était pas capable de bien couvrir leurs besoins. Donc, on a mis nos cerveaux à expertise pour être capable de développer un module supplémentaire qui se connecte avec leur logiciel, avec JobBoss. Donc, on ne réinvente pas la roue, mais on s'interconnecte avec les systèmes. Et maintenant, ils sont capables de faire ce qu'ils faisaient à peu près là, en 30 heures de travail par semaine en moins de 2 heures maintenant, avec un taux de qualité de prédiction extrêmement plus élevé. Donc, il y avait beaucoup de flou des fois dans leur estimation qu'ils donnaient de quand commencer une commande en production puis quand est-ce qu'elle va sortir. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et ça, c'est juste la phase 1 de où ce qu'on en est avec eux. Donc, on va être capable d'aller beaucoup plus loin pour les aider à être plus efficaces, plus rentables et atteindre le plein potentiel d'automatisation et surtout de ne plus dépendre de ce qu'il y avait dans la tête d'une seule personne. Si cette personne-là tombe malade, ça met à risque l'entreprise au complet. Donc, voilà ce qu'on fait. On a un grand succès dans le secteur là, de l'acier, distribution et manufacture au niveau des structures. Et on essaie de prendre cette expertise-là et de l'amener à l'échelle mondiale, de devenir le meilleur développeur de logiciels sur mesure pour cette industrie. Donc, ça, les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette catégorie, si vous voulez passer vos équipes en termes de travail de 30 heures à 2 heures par semaine, vous savez qui contacter, Jonathan Léveillé. Allez le voir. Il peut vous aider. Donc là, Jonathan, aujourd'hui, sujet qu'on a abordé plusieurs fois sur le podcast, qui a fait les manchettes cette semaine de manière assez intéressante. On le voit depuis plusieurs mois, même depuis quelques années, même maintenant, depuis la fin de la COVID-19. Le retour au bureau qui est demandé de manière polie pour ultimement être exigé de manière polie. Et pour ultimement, et on l'a vu avec Amazon, cette semaine, c'est sorti, être exigé 5 jours par semaine. Donc, essentiellement, on retourne à une structure qu'on avait avant la pandémie. On veut les gens totalement au bureau. Je sais que toi et moi, on avait des discussions dans le passé, les bienfaits du travail au bureau, les bienfaits du travail en
littéralement à l'extérieur du bureau en télétravail. Comment as-tu vécu cette nouvelle-là et qu'est-ce que ça nous apprend un petit peu de la culture de travail et de ce que ces entreprises technologiques-là sont en train de construire? Cette nouvelle-là tombe à point parce que nous, on vient la semaine passée de faire une réunion stratégique mi-année avec toute l'organisation et j'expliquais à toute l'équipe à quel point ça manque l'énergie puis le plaisir qu'on avait avant COVID, qui était généralement causé par le fait que les gens étaient très tricotés, serrés un avec l'autre j'exprimais à la gang comme quoi que je trouve que les maillons du tricot commençaient à être un peu lousses. Là. Il manquait un petit peu de resserrage et définitivement, ce resserrage-là, généralement, se crée par des collisions entre les gens et toutes les discussions informelles qui se passent, qui est très difficile à avoir à travers un écran, mais plutôt qui se provoque de manière aléatoire quand on est au bureau directement. Donc, on a dit à notre gang la semaine passée qu'on passait de une journée par semaine obligatoire à 2 jours au bureau, sous une règle également de zonage. Donc, selon le nombre de kilomètres qu'ils ont à faire du bureau, ils peuvent être zone 1, zone 2, zone 3. Donc, zone 1, tout le monde revient 2 jours au bureau. On s'attendait que ça soit polarisé comme information puis comme directive qu'on donnait aux gens. On a plus de gens qui étaient contents que de gens mécontents. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on avait entendu de d'autres organisations qui l'avaient fait. Les gens sont venus nous voir dire enfin, il était temps que vous en demandiez plus parce que là, nous, on veut venir au bureau, mais quand on vient, on a l'impression de faire du télétravail au bureau parce qu'il n'y a personne et l'ambiance n'est pas le fun. Donc, on voit que les gens commencent à vouloir réavoir cet esprit d'équipe-là, cette énergie-là, commence à comprendre qu'il y a ça. Oui. Et là, le fait qu'on voit qu'il y a une nouvelle qu'Amazon a demandé 5 jours, ben, pour ceux qui étaient moins contents, ils peuvent maintenant se mettre un peu en parallèle de dire que ça répète 5 jours. Ben oui. Et on l'a vu, il y a d'autres entreprises dans le coin aussi. J'ai un ami qui travaille chez Bell Hélicoptère, une grande entreprise. Ils ont ramené tout le monde 5 jours par semaine il y a à peu près 6 mois de ça. Nouvelle qui m'a vraiment surpris et je suspecte qu'il y a certaines entreprises qui veulent ramener tout le monde au bureau pour réussir à se créer volontairement un taux d'attrition pour ne pas avoir à donner des bonus de départ à des gens s'ils avaient fait des mises à pied pour réduire la masse salariale. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être un petit quelque chose en arrière de ça, qu'il y a des organisations qui se rendent compte qu'il y a peut-être encore un peu trop de gras autour de l'os et pour éviter certains frais, ils se disent, bon, ben pourquoi pas ramener tout le monde? On va gagner en productivité, on va gagner en culture et on n'aura pas à payer probablement des primes de départ à des gens qu'on aurait remerciés qui vont probablement partir par eux-mêmes ou du moins un certain pourcentage. Donc, mon esprit, ma conscience tourne un petit peu à travers tout ça présentement dans ce qui se passe dans le marché. Donc, surpris qu'Amazon le fasse de manière si brusque, mais je suspecte qu'ils tentent d'écrémer un peu leur force de travail parce qu'ils ont également dit qu'ils allaient faire un ménage dans leur niveau de management dans l'organisation. Exact. Donc, à suivre devant nous autres. Je serais curieux, toi, de ton côté, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu entends dans les entreprises autour, étant complètement pratiquement tout en remote, avec des bureaux disponibles pour les gens qui veulent travailler? Je suis curieux de voir aujourd'hui, on en est où là-dedans de ton côté, puis à quoi ça ressemble, et où ta pensée se situe? Ouais, ben écoute, c'est intéressant. Tu vois, à Barcelone, en ce moment, on vient de prendre un nouveau bureau. Donc, on a comme 2 tout petits bureaux. On est rendu avec une équipe d'à peu près 5 personnes à Barcelone. Les gens viennent beaucoup plus au bureau. Je pense que l'ambiance là-bas est intéressante. Donc, je pense que les gens viennent quasiment tous les jours au moment où on se parle. Donc, c'est assez plaisant. À Montréal, c'est un peu plus complexe. On a peut-être 2, 3 fois par semaine, les gens viennent au bureau. Et quand je dis 2, 3 fois par semaine, c'est pas l'entièreté des employés. C'est un certain groupe de 10, 15 personnes qui vont venir ensemble au bureau. Donc, ça reste limité. Hein, les gens qui vont chez G7 travailler littéralement dans des espaces de bureau. Ma vision là-dessus n'a pas tellement changé au niveau personnel de mon organisation, mais je pense qu'elle a vraiment évolué, je dirais, au niveau peut-être un petit peu plus global. Je pense qu'il y a des organisations dans la manière qui ont été construites, surtout les entreprises qui ont beaucoup accéléré juste avant et pendant la COVID. Ça peut être compliqué de revenir peut-être à une structure en arrière parce que peut-être que la fondation même de leur entreprise a été construite en grande partie pendant la COVID. Et nous, même si on est en affaires depuis plusieurs années avant la pandémie, c'est pendant cette période-là qu'on a doublé, voire triplé l'organisation. Donc, beaucoup des fondamentaux ont été construits à ce moment-là. Donc, je pense que pour nous, demain matin, de dire aux employés, on retourne 2, 3 jours par semaine, il y en a qui vont dire, ouais, mais Antoine, j'habite à plus de 1000 km du bureau. Et je veux dire, le nombre de cas qu'on aurait comme ça va devenir très, 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 très intense. Après, tu as parlé de zones. Je pense qu'il y a un point intéressant peut-être à regarder ici. Je pense que de notre côté,
Peut-être est-ce une croyance limitante, ici, je ne le sais pas. Mais ça peut être, je le vois beaucoup plus complexe que c'est, mais je peux comprendre à quel point il peut y avoir un gain d'efficacité, un gain d'amour envers ton travail. Et moi, je crois que si j'étais un collègue en 2024 pour une entreprise, j'aimerais que mon entreprise exige un certain retour au bureau parce que personnellement, j'ai toujours travaillé dans un bureau. Je pense que j'aimerais qu'une entreprise ait au moins un bureau et incite un peu ses collègues à venir au bureau. Et c'est surtout là que je suis en ce moment. C'est de me dire comment on peut travailler de manière peut-être plus intelligente au départ pour tranquillement ramener un peu plus les gens. Donc, ma réflexion se situe à peu près là au moment où on se parle. Et pour le concept de zone, j'envoie tout le mérite à l'entreprise Crésus à Laval qui nous a inspirés sur ce concept-là, qui l'ont fait de leur côté à eux. Et ça a été le même son de cloche de le faire de cette manière-là. Les gens étaient contents. Il y avait une réflexion qui permettait d'avoir quelque chose qui était quand même logique pour les gens qui étaient loin au bout de la ligne. Donc, si jamais vous n'avez pas, ou plutôt vous pensez ramener les gens là, au bureau, n'hésitez pas à essayer de tourner autour de ce concept-là, d'avoir une certaine quantité de zones avec des kilométrages ou un nombre de minutes de déplacement pour une heure définie dans une semaine. Et ça permet, je pense, de donner un taux d'adoption qui est plus positif au bout de la ligne. Mais de notre côté à nous, c'était vraiment l'aspect culture. J'expliquais un petit peu cette histoire-là à toute l'équipe pendant notre retraite stratégique tout ensemble, qui était que je suis revenu de vacances au mois d'août. J'avais hâte de revenir voir toute l'équipe, puis de retravailler, puis de ressauter sur la glace, puis d'aller gagner une coupe de Stanley avec les gens. Puis jour 1, je reviens au bureau lundi, pratiquement personne au bureau. Et là, je suis revenu chez nous le soir, puis je fais mon Dieu, hey, c'était vraiment pas plaisant aujourd'hui. Jour 2, même chose. Jour 3, même chose. Puis je me suis dit, ce soir-là, en revenant chez nous, si j'étais employé de cette entreprise-là, qui est ma propre entreprise, j'aurais remis ma démission. Juste pour une question d'ambiance. Puis là, je dis, ça fait aucun sens que dans ma propre entreprise, on n'ait pas ce niveau d'ambiance-là, comme qu'est-ce qu'on avait avant la COVID. Et là, c'est sûr, il y avait plein de monde qui était en vacances, fait que ça l'accentuait le fait qu'il y avait moins de monde au bureau. Et de là, on a regardé avec l'équipe pour dire, il faut faire quelque chose avec ça. Puis on voyait qu'il y avait ce son de cloche-là. Donc, c'est vraiment pour une question, je dirais, plus de culture, de plaisir, puis d'ambiance au travail que de productivité. Reste cependant que on a dû, par coïncidence, remercier une personne au mois d'août parce qu'il y avait eu du vol de temps en télétravail qui était fait, qu'on était capable de relier de manière indéniable à des preuves. Tout ça aide pas à la culture de on veut donner du lousse aux gens et la flexibilité, mais qu'on voit qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui font de l'abus de leur côté et qui mettent ça à leur avantage. Donc voilà. Non, écoute, je pense que ça devient des réflexions excessivement importantes parce que c'est comme ça que ça a été pendant très longtemps et c'était fonctionnel. Et c'était avec du recul comme ça que tu construisais les équipes. Moi, je me mets à la place de quelqu'un aujourd'hui qui veut gravir les échelons dans une entreprise. Comment tu fais ça à distance? Difficile. Tu vois pas tes managers, tu vois pas tes collègues. Donc, écoute, je dis ça en ce moment, Jonathan, aujourd'hui, j'ai pas un plan d'exécution clair. Peut-être même qu'il y a de mes collègues qui vont écouter ce podcast-là puis vont se dire qu'est-ce qui est en train de se dérouler? Est-ce qu'on va ramener les gens au bureau ou est-ce qu'on va pas les ramener les gens au bureau? En toute transparence, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée claire de ramener tous les gens au bureau, mais je pense que d'ouvrir davantage ces discussions-là ensemble, de voir ce que les gens pensent, de voir ce que les gens disent également dans les différentes entreprises, ça vaut la peine parce que on arrive à un point qu'effectivement, je pense que les gens ont fait le tour avec un travail à la maison et veulent se dire, parfait, comment je grandis dans une entreprise? Et je le répète, je pense que ça peut être vraiment difficile à distance. Donc, intéressant. Oui, à regarder. Il y a un concept d'énergie que j'expliquais à l'équipe quand on a annoncé la la semaine passée, qui est l'effet miroir de corps, le body mirroring, qu'ils appellent en anglais, qui est un peu le suivant. J'expliquais à l'équipe, quand le matin, je vais au gym, si je vais au gym et qu'il n'y a personne dans le gym, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tellement plus difficile de faire ma routine et d'avancer que s'il y a d'autres gens qui font la même chose que moi, ils se déplacent dans le gym, que je leur parle même pas. Il y a juste un effet miroir d'énergie de voir quelqu'un d'autre, et ça a été prouvé scientifiquement, le fait de voir quelqu'un d'autre faire le même travail que soi, même si on n'est pas en interaction verbale avec la personne ou visuelle avec la personne, juste le fait qu'elle soit autour et qu'il se passe, qu'on voit qu'on n'est pas seul, apporte de l'énergie, apporte un certain niveau d'énergie. Et en télétravail, malheureusement, cette énergie n'est pas là. Combiné avec tout le non-verbal qui passe pas ou qui pense pas de la même manière, combiné avec le fait qu'on peut pas parler d'un paquet de trucs en dehors du travail,
fait que le niveau d'énergie et le niveau de plaisir n'est pas autant là. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on expliquait, puis que les gens font, ben, écoute, c'est vrai, l'aspect du gym, c'est pas plaisant d'y aller, mais quand tu reviens, t'es content. C'est la même chose au bureau. Mais si tu vas au gym puis il n'y a personne, c'est plate. C'est pour ça qu'on a dit à tout le monde, mais regardez bien maintenant, les journées obligatoires vont être précisées. Ça ne sera pas 2 jours que vous venez n'importe quand dans la semaine, mais c'est le mercredi, le jeudi. Tout le monde va être là. Puis pendant ces 2 journées-là, on va sortir de ces journées-là et on va faire, mon Dieu, on a eu du fun aujourd'hui. On a eu du fun en équipe, on a ri, on a parlé avec du monde, on a découvert les nouveaux collègues. Il y avait une énergie, il y avait un vibe spécial. Donc, c'est une des directives qu'on a dit à l'équipe. 2 jours par semaine, mais c'est les mêmes 2 journées pour tout le monde pour que le bureau soit à pleine capacité et qu'on revive cette fameuse énergie-là qu'on avait autant de manière positive avant la COVID. Donc, ça commence cette semaine et on le voit déjà. On entend les gens, le vibe et l'effet positif qui revient derrière tout ça. Jonathan, je te donne un défi de me relancer sur ce sujet-là dans un mois et de me demander, Antoine, t'en es où avec ta politique de télétravail? J'aimerais rester accountable avec tous les gens qui écoutent le podcast et envers toi, de me dire, j'ai eu des réflexions à ce sujet-là, je vais sonder mes équipes et je ne serais pas surpris qu'en sondant mes équipes, j'ai des réponses similaires à ce que tu as reçu de « Hey, on avait hâte et je pense que ça vaut la peine d'être peut-être un petit peu plus intentionnel par rapport à tout ça. Et tu sais quoi, le fait des fois de le demander, tu n'auras probablement pas la même réponse que de l'imposer. Puis je t'explique ma philosophie là-dedans. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour dire que hey, vous avez raison, ça va faire une différence, puis je suis content. Ils ne nous l'auraient pas dit avant. Parce que le fait qu'on l'ait imposé, maintenant, l'élément qu'ils perdent au niveau de temps disponible parce qu'il faut qu'ils se rendent au bureau, le temps un petit peu plus en famille qu'ils ont, là, c'est fait, on l'a annoncé. Là. Ça, vous pouvez faire malheureusement une croix là-dessus. Ça dépend si vous restez proche du bureau ou pas, mais ça va être ça, puis on avance là-dessus. Donc, ils n'ont plus une possibilité de perdre quelque chose à venir nous parler puis nous dire que finalement, ils vont avoir du positif parce que c'est imposé puis c'est uniforme pour tout le monde. J'ai l'impression que si j'avais été voir ces gens-là avant, que je leur avais demandé, leur réponse aurait été teintée par « Hey, je l'ai encore, ce petit morceau-là de plus pour ma vie personnelle à moi, pour mon bien-être personnel individuel. » Fait que je vais me passer en premier avant l'effet de vibe collectif et avant le plaisir collectif au bout de la ligne. Fait il risque d'avoir des réponses qui vont remonter positifs, mais peut-être pas la même quantité que si jamais vous l'imposez ou vous le mettez en place, que là, les gens vont vraiment s'ouvrir complètement puis ne plus essayer de cacher une réponse réelle au bénéfice de leur élément individuel ou de leur avantage individuel qui est plus le côté personnel que le côté à la maison. Donc, petit bémol là-dessus. Puis je pense qu'il est arrivé la même chose dans les autres entreprises après l'avoir renoncé. Il y a plus de gens qui se dévoilent positifs que dans les sondages d'avant. Intéressant. Bon, quoi d'autre qu'on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des questions à échanger, des brainstorms à avoir? De quoi qu'on veut parler? Je dirais, Antoine, on est dû pour on fait un off-site avec l'équipe de gestion au mois de novembre et on s'apprête à faire un exercice pour revoir tout ce qui est notre vision, mission, valeur pour la bonifier, l'amener encore plus percutante. On est en discussion, entre autres, avec nous l'autre, qui est une excellente coach, qui est Cléo Maheu, pour voir comment on fait arriver tout ça, puis comment on rebrasse ça à la saveur du jour. Je suis curieux de savoir, Antoine, si tu as fait ce genre d'exercice-là dernièrement, comment tu l'as fait? Est-ce que tu as des conseils à peut-être transmettre ou même des choses à faire attention de ne pas faire? Oui, ben écoute, je l'ai fait. Je ne sais pas si j'ai des conseils parce qu'en toute transparence, j'avais pas énormément d'expérience en l'ayant fait, mais on l'a fait le 30 mai dernier. 31 mai dernier, ouais. Et on était simplement rendu à un endroit dans notre petit groupe d'entreprise où est-ce que fallait juste prendre un pas de recul et analyser ce qu'on était en train de faire. Et ce qu'on était en train de faire organiquement, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'analyser organiquement qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Et très souvent, ça en dit long sur ce que l'entreprise a envie de faire, où l'entreprise veut aller, ce que les employés à l'intérieur de l'entreprise ont envie de faire, ce qui les rend fiers, comparativement à essayons de remettre plus de clarté, de direction sur notre mission d'entreprise. Des fois, juste de partir dans cette vision-là, je trouve pas ça tellement bon parce que c'est pas organique. Une mission, une vision va davantage s'atteindre si c'est relié à des choses que tu n'as même pas besoin de forcer au quotidien. Et ça, je trouve que c'est un point qui vaut la peine d'être mentionné parce que très souvent, on peut partir sur des grandes idées,
Mais la seule chose qui va faire en sorte que les idées vont être fonctionnelles, c'est si on est capable d'y amener une rigueur et une discipline quotidiennement et qu'on accumule ces petites actions-là quotidiennement sur 5 à 7 à 10 ans. Et ultimement, le résultat en bout de ligne est formidable. Donc, pour avoir cette rigueur et cette discipline-là, ça doit être quelque chose que tu aimes. Ça doit être quelque chose qui organiquement se fait bien. Ça doit être quelque chose que tu n'as pas besoin de fouetter tes troupes pour le faire. Elles le font eux-mêmes. Donc ça a été vraiment une grande réalisation de mon côté de me dire, essaie pas d'aller contre la vague, surfe sur la vague. Et en analysant concrètement ce qu'on est en train de faire en tant qu'entreprise, nous, on s'en est aperçu, c'est qu'on aidait beaucoup de clients dans la prestation de services, certes, mais ce qu'on était vraiment en train de devenir, c'était un peu ce hub, cette école-là pour des gens dans le marketing numérique qui essayent de se bâtir des meilleures capacités. J'en ai parlé plusieurs fois sur le podcast en parlant de la J7 Academy, mais c'est impressionnant, je te dirais, Jonathan, la demande de gens qui veulent intégrer cette académie-là. À chaque mois, on parle de quasiment 2 à 3 entreprises par jour en ce moment qui font des demandes pour rentrer là-dedans. Puis à un certain moment, tu essaies de te poser aussi une question en tant qu'organisation, de dire, tu parlais de why, tu parlais de pourquoi tout à l'heure. Il faut que ce pourquoi-là soit excessivement inspirant. Excessivement inspirant. Il faut qu'il y ait envie de donner l'envie à peu près n'importe qui dans ton organisation de se lever le matin. Après, c'est pas leur entreprise, c'est autre chose, mais il faut qu'il soit inspirant, innovant. Et nous, on s'en est aperçu, ce qui pouvait vraiment rendre nos équipes fières, ce qui personnellement, moi, me faisait triper également, c'était de pouvoir peut-être être un peu ce vecteur de changement-là au niveau de l'éducation dans le marketing numérique, de prendre un pas de recul puis de se rendre compte qu'il n'y a aucune institution, aucune instance sur le marché présentement qui est capable d'offrir une formation de haut niveau en marketing numérique. Puis si on analysait bien, puis j'ai fait les recherches, le 6e emploi dans le monde en ce moment le plus en demande sur LinkedIn et sur toutes les plateformes de recherche d'emploi, c'est un peu ce qu'on appelle un digital marketer, un direct response marketer, bref, quelqu'un qui peut t'amener du growth dans ton entreprise via le marketing numérique. Mais où tu apprends ça, Jonathan? Où tu apprends ça? Sur YouTube? La J7 Academy. Ben, tu vois, puis c'est là que ça amène des réflexions intéressantes, c'est de se dire, oui, on peut continuer à avoir une vision d'aider nos clients à passer en hypercroissance. Certes, on va le faire avec combien? 50, 100 clients, 70 clients, 150 clients à notre pic. La prestation de service, tu n'as pas beaucoup de clients en même temps, sinon tu ne peux pas offrir un bon service. C'est ça un petit peu l'idée. Mais un endroit que tu peux avoir vraiment un impact beaucoup plus global, on s'est rendu compte que c'était peut-être davantage dans notre vision de formation. Donc, pour en revenir peut-être au conseil, sans nécessairement rentrer trop dans le détail, moi, ce que je me suis aperçu avec mes équipes, c'est que quand tu veux donner quelque chose, une vision qui est très claire de où l'entreprise s'en va, il faut que de 1, ça soit organique. Il faut que de 2, ça soit quelque chose qui ne surprend pas les gens et qui fasse partie de quelque chose qu'on faisait déjà organiquement au quotidien. Il faut que de 3, il y ait un support visuel excessivement fort. Et nous, on a démontré à nos équipes une boussole qu'on appelle un petit peu les points cardinaux de J7. Quel est le travail d'une boussole? Le travail d'une boussole, c'est de te donner un petit peu les points cardinaux, puis également de t'amener à destination, d'où un peu l'idée de la North Star. On s'est dit souvent, quand tu es en interrogation, quand tu te poses des questions sur où est-ce que tu t'en vas, il n'y a rien de mieux que de se rappeler des points cardinaux. Donc, on a démontré à notre staff une boussole avec les 4 points cardinaux, un petit peu de J7, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et chacun de ces points cardinaux-là, on explique un fondement de notre organisation au moment où on se parle. Et on le sait, des fois, on présente des choses à nos employés, puis quelques semaines après, ils l'oublient. C'est pas leur entreprise, ils ont autre chose à faire. Mais ça, je continue à m'en faire parler. Ah, la boussole, ah, la boussole, ah, la boussole. Donc, on dirait que quand tu veux vraiment faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui colle dans la tête des gens, c'est beau le dire, mais c'est bien de l'imager pour que les gens continuent à avoir une image un peu de tout ça. Qu'est-ce que ça peut devenir? OK, où est-ce qu'on est en ce moment dans notre boussole? Hey, OK, non, ça, c'est le nord de la boussole, Antoine. Oh, non, ça, c'est le sud de la boussole. Donc, écoute, ça, je l'ai vu qu'il y a eu vraiment un bon impact. Après, comme je t'ai dit, il faut que ça soit inspirant, il faut que ça soit innovant, il faut que ça soit organique. Et c'est ça. Et tu vois, on a fait l'annonce et on suit c'est un petit peu ce mission statement qu'on s'est donné. Puis, ça se passe bien. Est-ce que dans la préparation de l'exercice, tu l'as fait toi-même? Tu étais chercher un coach externe? As-tu travaillé un peu les fondements de tout ça avec une personne pour après ça le refaire travailler par l'équipe? Je suis curieux de savoir dans la mécanique derrière tout ça, comment tu organises ça. Écoute, Jonathan, moi, j'ai essayé de travailler avec des coachs, mais je pense que j'ai peut-être pas encore cette maturité-là d'être coachable. C'est difficile pour moi, vraiment, vraiment difficile. Je pense que c'est peut-être un problème que j'ai. Je remets toujours en doute ce que le coach
m'enseigne un peu. Et c'est la pire chose. C'est vraiment la pire chose parce que ça veut dire qu'au final, au lieu d'être vraiment dans une écoute, t'es dans un questionnement constant. Donc, c'est juste pas fonctionnel. Et j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et je dis pas que je vais pas réessayer, mais là, je me suis juste rendu compte que je suis pas ce type de personne-là au moment où on se parle. On s'en parlera dans quelques années quand je serai un peu moins con et un peu plus mature. Ceci Donc, je étant te tiens dit, accountable dans combien de mois? jusqu'à temps que rien de qu'aucun de mes objectifs auront été atteints, là, tu vas dire, Antoine, c'est peut-être le temps que tu aies te trouver un Un coach. coach avec qui tu t'entends bien. Parfait, on continue. Exact, exact. Mais j'ai essayé, puis des gens que j'aime beaucoup, puis que je m'entends bien, mais ça n'a pas tellement collé. Donc, au final, je l'ai beaucoup travaillé tout seul. Après, j'en ai parlé avec mes équipes. Hein, mon comité de direction, je leur ai envoyé le tout quelques semaines avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous ajusteriez? Est-ce que vous comprenez? Et la réponse était très positive. La compréhension était bonne, les images étaient bonnes. Rien de tellement surprenant. Comme je t'ai dit, c'était organique. Préparation moi-même, présentation faite moi-même, confirmation avec mon comité de direction, mon comité de gestion, présentation par la suite au staff avec une énergie comme pas possible. On filme le tout pour avoir ça dans les archives. Et ouais, après, on essaie de motiver les troupes au mieux qu'on peut. Je pense que cette énorme capacité-là d'être extrêmement autodidacte et de voir beaucoup de choses que les gens ont de la difficulté à voir en une fraction de temps, tu as cette énergie-là puis cet esprit de création-là, je pense que peu de personnes ont. Fait que c'est peut-être pour ça souvent tu m'en doutes que les coachs essaient de t'enseigner parce qu'ils n'ont probablement pas fini leur phrase que tu sais déjà ça va être quoi la deuxième phrase qu'ils vont dire. Ou probablement que c'est meilleur que celle que les autres auraient dit. Ben écoute, je vais le prendre comme un compliment. Ceci étant dit, je suis convaincu que tu peux avoir énormément de bénéfices en ayant des coachs parce que j'en ai dans d'autres parties de ma vie. J'en ai dans le volet physique, j'en ai dans le volet alimentaire, j'en ai dans le volet espagnol. Donc, je pense que ça peut être bon des coachs, mais il faut juste que tu te poses des vraies questions. Puis, il faut faire aussi attention des fois à trouvez-vous un coach, déléguez tout et faites plus rien. Il y a des phrases des fois qu'on lit dans des livres d'affaires qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. On est tous différents dans notre manière de gérer, dans notre manière de diriger, dans notre manière de se former. Il faut comprendre ce qui fonctionne bien pour nous. Il y a des fondamentaux qui reviennent à peu près partout. Il faut comprendre ce qui fonctionne bien pour nous. Et tu vois, ça me fait penser à un point que j'avais une discussion avec quelqu'un récemment, puis j'en ai même eu cette discussion-là avec toi à San Francisco, Jonathan. On est allé dans un voyage dans la dernière année, de se créer des contraintes dans son entreprise. Parce que, et ça, des fois, c'est un point que peu de gens comprennent. C'est de se dire, pourquoi tu es en train de faire ce projet-là dans ton entreprise? C'est pas totalement focus. Ça s'argumente, ça se comprend un petit peu. Écoute, le meilleur exemple que je pourrais te donner au moment où on se parle, c'est mon podcast Histoire de foot que je vais lancer incessamment. Rien à voir avec J7, à part faire perdre de l'argent à moi personnellement ou à l'entreprise. Ça fait pas grand-chose d'autre au moment où on se parle. C'est un autre truc. Mais ça, c'est une contrainte. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu ne te crées pas de contrainte? Eh bien, quand tu ne te crées pas de contrainte, tu reviens à ton corps principal, tu fais une chose. Et plus souvent qu'autrement, on est des entrepreneurs, on est un peu hyperactifs. Quand tu fais une chose, qu'est-ce qui se déroule? Tu deviens tanné de uniquement faire une chose. Et c'est ça que j'ai vu très souvent, c'est que les gens qui vont uniquement faire une chose, à moins qu'il y ait encore une passion indéniable, incroyable pour leur entreprise, et je dis pas que j'en ai plus pour mon entreprise et que tu n'en as pas pour ton entreprise, mais soyons honnêtes, quand ça fait 10, 12 ans, bientôt 20 ans pour Open Mind Technologies, il y a des choses qui évoluent. C'est difficile d'avoir la même excitation sur ce que tu fais que tu avais dans la première année. Donc, comment tu gardes cette excitation-là? Comment tu gardes cet amour-là? Et bien, moi, c'est ça que j'ai cru c'est ça que j'ai compris, c'est ça qui fonctionne pour moi. C'est que je continue à mettre autant d'heures, autant d'amour sur mon entreprise, mais je me trouve des contraintes sur le côté, des défis, mais pas des défis qui sont des nouvelles entreprises totalement, qui vont me prendre des centaines d'heures par semaine, mais un 5 à 10 % de mon temps qui va sur un autre projet. Un 5 à 10 % de mon temps qui va sur un autre projet. Et juste ce 5 à 10 % là, c'est assez pour faire en sorte que j'ai pas envie de me défocusser complètement et de lancer une autre entreprise. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très sous-estimé. Des fois, juste de faire un autre projet qui va prendre 5 à 10 % de votre temps peut faire en sorte que ça gère et que ça règle le problème un petit peu d'hyperactivité que vous avez à vouloir lancer plein d'autres projets et ça protège le projet principal.
Et ça, c'est un point, et c'est quelque chose que j'ai appris récemment et que je pense que beaucoup de gens qui sous-estiment. Le projet principal est à risque quand ça fait longtemps que tu le fais et quand tu es hyperactif un peu. S'il y a juste ce projet-là, il est à risque parce qu'à un certain point, vous allez vous tanner. C'est l'être humain qui est comme ça. Et si vous vous tannez, il y a peut-être moins d'énergie qui est faite, peut-être que le projet va être vendu à un prix qui n'est pas compétitif. Bref, il y a plein de choses étranges et malheureuses des fois qui peuvent arriver. Donc, de se créer des petits projets du 5-7% à droite à gauche qui restent gérables, je considère que c'est un truc qui est très sous-estimé. Moi, je suis en train de tester une méthodologie qui est en partie reliée à ce que tu dis là, mais avec un élément complètement inverse au niveau de la gestion du temps. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont se rattacher à ce que je dis là, mais quand généralement l'organisation grandit, on finit par avoir meeting par-dessus meeting, par-dessus meeting, et on en a parlé à quelques reprises. Antoine, mon horaire était une semaine de rencontres par-dessus rencontres pour en donner, honnêtement, avoir le constat qu'on est là plus en mode informatique dans ces rencontres-là qui peut avoir beaucoup d'impact. J'ai énoncé à toute l'équipe de gestion il y a 1 mois et demi, de dire là, c'est assez. Je fais le ménage dans mon horaire, je réduis énormément mon nombre de rencontres que je suis là juste à titre pour avoir de l'information puis avoir un peu d'impact. Et je leur ai listé à peu près 12 projets à l'interne que je pense qui pouvaient potentiellement être porteurs pour l'organisation au niveau stratégique pour les prochains trimestres. Et j'ai dit, on va tous s'asseoir ensemble et on va en choisir un seul sur lequel je vais me concentrer du 1er septembre au 30 novembre. Et le commitment que j'avais envers eux autres, c'était de libérer à peu près 3 jours par semaine que j'allais me focusser sur ce seul projet-là avec un livrable à donner au 30 novembre pour dire, OK, est-ce qu'on va plus loin dans ce projet-là en particulier ou on tue l'item dans l'œuf et on passe à autre chose. Fait que je suis en train d'essayer ce modèle-là où ce que j'ai réduit considérablement mes engagements un peu partout dans l'organisation pour avoir un grand projet qui monopolise au minimum la moitié de ma semaine avec une échéance définie dans laquelle on va s'asseoir ensemble, l'équipe de gestion, pour dire qu'est-ce que c'est encore le bon endroit où est-ce que je devrais mettre mon temps, où on ferme complètement le projet, on réouvre autre chose et on me focus à l'endroit où on pense qu'il va avoir le meilleur rendement. Fait que je teste ça présentement, je l'avais jamais essayé avant. Ça permet en même temps de ne plus être tiraillé partout parce que quand des gens essayent de rajouter quelque chose dans mon assiette, je leur dis, écoutez, on s'est entendu que je me concentrais sur une seule chose en particulier. Et là, ça va être non pour ta demande jusqu'au 30 novembre. On regardera par la suite. Et là, pour la première fois, je dirais en plus que 10 ans, j'ai vraiment du temps pour faire avancer des choses ou au moins une chose qui me tient à cœur, un projet en particulier. Et là, j'ai l'impression d'avancer à une certaine vitesse que ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à l'atteindre parce que j'avais trop de petits pourcentages dans trop de projets un peu partout. Et là, je teste ça. À date, ça rejoint mon cœur d'entrepreneur qui veut sauter sur la glace puis livrer quelque chose en menant quelque part à suivre devant nous autres. Mais c'est un défi, c'est une contrainte, c'est une approche différente. Mais je pense que c'est juste d'être intentionnel sur ça, c'est de comprendre qu'à un moment donné, l'être humain est dans ce qu'il est. Il peut avoir des envies, il peut être excité, il peut être hyperactif sur plein de choses, plein de projets, le fameux syndrome du shiny object. Créez-vous des petits défis, des contraintes, des projets spécifiques à l'intérieur même de votre entreprise ou pas tellement loin de votre entreprise. Un petit pourcentage de votre temps, vous allez voir à quel point que ça peut venir combler ces envies de je veux arrêter l'entreprise et je veux lancer cette autre entreprise-là demain matin. Parce que moi, ça m'est arrivé. Ça t'est sûrement arrivé toi aussi. Et à un certain point, l'herbe est rarement plus verte ailleurs, mais c'est à vous de bien gérer et bien contrôler tout ça. Et je dirais, ça ne devrait pas être nous-mêmes, les entrepreneurs, qui décident sur quoi on devrait se concentrer pour les prochains projets qu'on veut partir. Parce que souvent, c'est ça, moi, les endroits où j'ai été le plus attiré par les objets qui étaient étincelants et qui m'ont défocusé, c'est parce que j'avais une vision puis j'ai décidé d'y aller sans vraiment avoir l'opinion de mon équipe de gestion puis de l'ensemble de l'équipe. Là, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est de lister les projets lesquels que je pensais qui étaient porteurs et eux ont servi de fil pour dire tel projet, c'est complètement désaligné avec où est-ce qu'on veut s'en aller avec l'organisation. Tel projet, ça là, honnêtement, c'est lié avec tout ce que nous, on est en train de pousser puis si t'es capable de livrer telle chose, ça va nous aider nous puis ça va aider l'organisation. Donc, ça devrait être le projet sur lequel que tu devrais te pencher. Puis au final, l'alignement stratégique que moi j'avais en tête puis que le reste de l'organisation avait en tête vient se rejoindre ensemble. Et vient vraiment faire que le projet que l'entrepreneur décide d'avancer, de dédier son temps, est vraiment aligné avec tout le reste de l'organisation et non un défocusage ou un shiny object qui est en dehors du plan stratégique.
Fait que ça, j'ai vraiment aimé d'intégrer ce bout-là dans ma réflexion puis dans la décision de quel projet j'allais me focusser pour les prochaines semaines. Donc, en espérant que ça puisse être bénéfique pour certaines personnes qui nous écoutent, de ne pas prendre la décision seule, mais d'impliquer son équipe de gestion et de utiliser l'équipe de gestion, les gens autour de nous comme filtre pour donner un go ou un no-go à un projet en particulier. Ben, il va falloir que je prenne tes conseils un peu plus dans ce cas-là. Cette envie des fois pas cette envie, mais cette mauvaise habitude de prendre beaucoup de décisions seul. Ça, c'est des choses qu'il faut peut-être améliorer un peu. Il n'y a jamais d'équilibre parfait dans tout ça. Hein? En autant qu'on est harmonieux et qu'on est d'accord au final avec les résultats. Effectivement. J'entends très belle discussion. Autre chose avant que je te laisse filer? Complet, Antoine, de mon côté. Je te souhaite une bonne semaine à Montréal et pour la suite, un bon retour en Europe. Merci beaucoup. Allez, Jonathan, je te laisse aussi. Je vais te laisser aller te reposer. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.